bonsoir à vous les Itata et bienvenue dans Folk Causé. Ce soir, nous parlerons des relations hommes-femmes. On se posera la question de savoir qui mène la danse. En effet, dans la société martiniquaise, nous avons nos chers messieurs qui oscillent entre le rôle de macho assumé et nos femmes, nos sœurs, nos mamans qui, elles, se battent encore aujourd'hui pour une indépendance, une autonomie financière et autres. On va dans ce débat passionné accueillir nos 4 invités. Bonsoir à vous et merci d'être là ce soir. Nous parlerons donc de ces conflits qui opposent ou de ces mots qui fédèrent, de ces aventures qui fédèrent les femmes et les hommes. On parlera de relations amoureuses, on parlera de séduction, on parlera de masques qui tombent ou de masques à mettre. Alors bonsoir Monsieur Folagadette et merci d'être là avec nous. On va commencer la présentation des invités avec vous. Vous êtes donc historien, vous êtes historien en langue, c'est ça, en littérature étrangère et vous enseignez l'histoire des États-Unis sur le campus de Schleicher. Vous êtes aussi chanteur. Rappeur précisément. La relation de genre, alors vous avez une position qui est claire et tranchée. La relation de genre et donc homme-femme, pour vous aux Antilles, a évolué. Vous dites qu'il faudrait redéfinir ce que couple et famille, relation amoureuse en général, veut dire. Vous dites encore, je ne crois plus que le couple monogame, hétérosexuel, vivant sous le même toit avec enfants, soit la référence de base. Alors, quelle est la référence de base aujourd'hui selon vous? Je dis qu'il y a d'autres façons de vivre les relations amoureuses. Maintenant, une fois que je dis ça, la tentation pour ceux qui ne pensent pas comme moi, c'est de croire que je manque d'éthique. Donc, j'ai envie de dire que ceux qui disent qu'il y a d'autres façons de vivre l'amour ne manquent pas forcément d'éthique. Quand je dis éthique, c'est le comment faire. Donc oui, il faut réfléchir sur le comment faire. Mais je dis pourquoi pas, oui, penser, inventer d'autres chemins. Oui. D'accord, très bien. On a hâte d'entendre un peu tout ça. Cathy Amélie Louis Géry, la nouvelle, selon vous, hein, on vous a déjà reçu d'ailleurs plusieurs fois. Merci d'être là une nouvelle fois, de nous éclairer de votre science. Hein. Vous êtes spécialiste en neurosciences d'ailleurs. Et vous dites, la nouvelle génération nous offre un nouveau paradigme. La relation amoureuse est basée sur ces nouveaux paradigmes. Et pour vous, la mère, la femme, a toujours mené la barque. Avant, la femme était au centre, mais aujourd'hui, avec les troubles, les unions libres, on parle de couples non traditionnels et non conventionnels. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous d'en parler dans l'émission aujourd'hui? Effectivement, c'était important d'en parler aujourd'hui parce que finalement, la définition du couple, elle repose sur notre conditionnement socio-éducatif, mais on voit aussi que les nouvelles générations et puis même les nouveaux couples qui sont en train de se créer essayent de redéfinir cette notion de couple à partir de ce qu'ils veulent vraiment construire finalement, soit se détacher du modèle traditionnel ou d'inventer vraiment ce qu'ils veulent vraiment pour se sentir bien tout simplement et vivre leur amour. D'accord. Elie, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup vous reconnaîtront. Merci à vous d'être là. Vous êtes professionnelle en marketing et créatrice de contenu. Vous êtes maman de 4 enfants, une belle famille, et vous êtes dans votre 10e année de mariage. Tout à fait, oui. Bravo. Sur les réseaux, vos débats sans tabou vous ont fait connaître, abordant des sujets sur le couple, la famille et l'actualité depuis le confinement, c'est-à-dire depuis 2020. Depuis 2020, oui. Et c'est vrai qu'à travers ces débats, j'ai pu avoir des conversations aussi en privé avec beaucoup de personnes, majoritairement des femmes qui savaient que j'allais respecter leur anonymat quand j'allais partager leurs réponses et donc se sont beaucoup confiées à moi. Donc j'ai pu avoir une vision assez large de ce que les femmes, en tout cas de ma communauté, pouvaient vivre et puis de ce qu'elles pouvaient attendre aussi de leur relation de couple. Donc, c'est assez intéressant. Et j'ai bien aimé entendre ce que vous avez commencé à dire. Je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, quand vous parlez de communauté, vous parlez des réseaux sociaux. Donc, vous êtes influenceuse sur Instagram, c'est ça? Tout à fait. Vous avez une belle communauté. De combien, rappelez-nous? J'ai environ 40 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. Vous avez un bel échantillon, en tout cas, un dixième de la population martiniquaise pour en parler tout à l'heure. On se tourne, oui. Vous l'avez présenté en disant que c'était une mère d'enfant, mais oui. Moi, je suis un père d'enfant. Hein. Ah ben, écoutez, félicitations, monsieur Gadet. Non, je ne dis pas ça pour avoir les félicitations. Mais c'est le cas. Je dis juste que déjà, on est dans une des différenciations de genre. Moi, j'ai 3 enfants. Attends, j'ai 3 enfants. J'ai été marié pendant 17 ans. Là, je suis dans une nouvelle situation. Mais je pense qu'il faut rajouter ça aussi parce qu'on la présente comme 10 ans de mariage, 3 enfants. Non, il faut le dire aussi. Elle se présente. Je rappelle aux téléspectateurs, pour faire cette émission, je demande aux invités de faire leur propre
introduction. Donc, c'est comme ceci qu'Élé a choisi de se présenter. Et vous ne m'avez pas envoyé ces éléments parce que vous avez choisi. Moi, C'est votre choix et celui d'Élé. Non, c'est vrai, j'arrive en tant qu'écrivain. Mais je trouve que c'est intéressant dans ce débat de dire ça. Je pense que c'est important de corriger que ce n'est pas, c'est l'introduction d'Élé et c'est tout à son honneur. Monsieur Olivier Lusné, merci d'être là. Vous êtes praticien en TCC. Alors, vous m'avez écrit TCC. Je suis précipitée sur Google pour savoir ce qu'était TCC. Thérapie comportementale et cognitive. C'est ça. C'est ça. Alors, et vous êtes cofondateur du Centre thérapeutique ressources AIME. On dit M ou AIME. Vous nous direz de quoi il en retourne tout à l'heure. Donc, vous êtes dans la thérapie de couple et la formation des couples. Donc, entre autres, donc vous les accompagnez et vous les préparez au mariage. C'est ça? C'est ça. Et puis, par mon expérience passée, parce que j'étais prêtre près de 10 ans. C'est ce que je m'apprêtais à terminer en disant que vous avez été pendant 10 ans prêtre, et nous vous connaissons tous ici, évidemment, comme ayant, sur la sphère publique, été connu, premièrement, en tant que prêtre. Voilà. Alors, Monsieur Lusné, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que vous m'avez invité. Tout d'abord, mais encore. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi une lecture particulière et intéressante, et puis une contribution déjà à cette vraie question. Hein. Oui. C'est guéguerre qu'on a au quotidien et c'est bien de mettre ça sur la table de façon intelligente pour parler. Et certes, il y a une danse, mais pour savoir qui mène la danse, est-ce qu'il y en a l'un des deux qui doit mener la danse? Et donc, avec mon expérience personnelle, les nombreux couples que j'ai accompagnés en tant que prêtre et aujourd'hui en tant que praticien, et puis ce que je vois autour de moi, hein, tout simplement, et puis moi-même étant en couple marié aujourd'hui, je pense que tout ça, ça peut apporter un petit gonnerie au sac de ce soir pour voir comment on avance sur ce point-là. Bravo. Alors, première question, toute simple. Notre histoire coloniale a façonné les rapports entre hommes et femmes. Aujourd'hui, il y a des conflits ou encore des mésententes ou des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent bien entre hommes et femmes dans les rapports de genre aujourd'hui. Avant de parler des relations amoureuses, d'après quel est votre positionnement aujourd'hui si on en parle, cette culture que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'elle influe quelque part sur la relation des hommes et des femmes? Qui voudrait répondre en premier? Comme vous l'avez dit en introduction, c'est vrai que la société martiniquaise est beaucoup fondée sur la matrifocalité, c'est-à-dire vraiment la place de la mère au centre, parce qu'on ne peut pas penser le couple en oubliant la famille finalement. Parce que quand on est en couple, se poser la question de on peut avoir un enfant. Et souvent, dans l'éducation qu'on donne à son enfant, finalement, c'est une extension de comment ça se passait déjà dans le couple. Et on prend déjà exemple sur comment nos parents nous ont traités, ou en tout cas comment nos figures d'attachement nous ont traités. Et on voit que très souvent, donc, sur notre île, il y a une certaine violence dans la façon d'éduquer l'enfant, une violence qui se perdure encore aujourd'hui et qui fait que finalement, cette violence, elle est visible à travers l'enfant qui cristallise d'une certaine façon un type de relation, mais elle est visible aussi du coup dans le couple, parce que si elle est visible dans l'éducation qu'on donne à son enfant, elle est aussi visible dans le couple, cette violence. Il y a vraiment un rapport parfois de domination qui va se propager. Par exemple, une maman qui peut être aussi abusive envers son enfant parce qu'elle subit aussi de l'abus dans son couple, un manque d'affirmation peut-être. Et on se rend compte que souvent la mère finalement est au centre. À partir du moment où on a un enfant, il y a quelque chose comme qui se découpe en fait, où on fait une séparation entre la femme et la mère. Et très souvent, les hommes font cette séparation en disant c'est la mère de mes enfants. C'est plus ma compagne, mais c'est la mère de mes enfants. Et je vois que c'est un discours qu'on a très souvent, comme si à partir du moment où la femme devient maman, elle est différente. Et finalement, comme elle devient maman, on va peut-être aller chercher le désir, le plaisir ailleurs. Ah. Monsieur Gadet, qu'en pensez-vous? Est-ce que notre histoire, l'esclavage, la société postcoloniale et tout ce qu'on a connu, hein, même en littérature avec Monsieur Chamoiseau, etc., la femme a toujours eu cette place pilier dans la société, comme dit à l'instant Cathy. Moi, je dirais que les relations hommes et femmes ou les relations amoureuses dépendent toujours d'un contexte. On aurait pu être en Chine en 1900, on aurait pu être en Tanzanie dans les début des années 2000 ou au XVIIe siècle en Amérique du Sud. Les relations hommes-femmes ou les relations amoureuses, elles dépendent d'un contexte donné, d'un endroit, et elles dépendent aussi d'une époque. Et c'est en fonction de ces deux éléments-là, et bien sûr, oui, j'ai dit l'endroit, que il va y avoir des conventions, le comment faire va se mettre en place. Et au fur et à mesure que le temps passe, parfois ces conventions vont être amenées à bouger. C'est ce que je dis. Donc, nous, on est né dans un contexte particulier qu'on connaît. Oui. Bien sûr que ça a une influence. Jusqu'aux années 60, quelqu'un comme Raphaël Confiant vous dit que la société créole, le romantisme n'existait pas vraiment. Nous ne pas mariés parce que nous t'aimons, nous. Jusque dans les années 60.
ça fait peut-être, 50, 70 ans que, oui, que l'amour, nous sommes mariés parce que nous aimons. Nous sommes mariés pour ces là ça, mais avant, nous sommes mariés pour d'autres raisons. La société a évolué. Donc, oui, lorsqu'on voit nos mœurs aujourd'hui, on est en 2025, moi je viens de la Guadeloupe, je vis en Martinique, mais vous allez dans nos pays, vous marchez un peu dans nos pays, vous voyez qu'il y a des choses que les gens ne font plus. Et c'est pour ça que je dis que les relations amoureuses, oui, elles évoluent avec notre société et il y a des choses qui se sont déplacées. Est-ce que tout doit bouger? Non, on en parlait un peu avec Olivier tout à l'heure. Et moi, je dis que ce qui doit être au centre, c'est l'épanouissement de l'être humain et pas tant les conventions. Nos choix de vie doivent aller vers plus d'épanouissement. Et si c'est ça, il faut avouer qu'on ne s'épanouit pas tous de la même manière. Est-ce que vous ne confondez pas quelque part, quand vous parlez d'épanouissement, les pulsions? Est-ce qu'on doit tous être dirigés par nos pulsions? Est-ce qu'il n'y a pas... Non, Vous parlez de conventions, vous opposez les conventions à l'épanouissement non, je ne pose rien. personnel. Pulsion et épanouissement, je fais bien la différence. Hein. Oui, je Pour moi, ce suppose. n'est pas le Alors, même mot. quand on vous entend, Mhm. non? Alors Non, moi, non. je l'entends comme ça. Est-ce que Je crois que éclaircissez le point? des fois, on entend aussi les gens à la lumière de notre grille de lecture. Ce n'est pas Peut-être. ce que je viens de dire. Mhm. Je suis simplement en train de dire que peu importe la situation amoureuse que les gens choisissent, je crois qu'on ne devrait pas simplement se dire est-ce que c'est bien, c'est mal, est-ce que c'est comme ci ou comme ça, mais voir est-ce que les gens, dans leur choix de vie, s'ils sont épanouis. S'ils sont heureux. Et pas seulement la vitrine qui dit que on doit faire comme ça. C'est ça que je dis. D'accord. Élie, qu'en pensez-vous? Alors déjà, pour revenir à la question de tout à l'heure concernant l'héritage de l'esclavage, moi je pense qu'effectivement il y a un impact, mine de rien, sur nos populations qui descendons des esclaves. On sait que du temps de l'esclavage, les couples étaient séparés, les pères étaient arrachés. Il n'y avait pas vraiment de notion de famille. On avait des reproducteurs, il fallait assurer la descendance, il fallait assurer de multiplier le nombre d'esclaves sur la plantation, etc. Donc déjà dans nos gènes, est-ce que c'est pas inscrit quelque part qu'il n'y a pas de famille et que c'est quelque chose, la cellule familiale, et c'est quelque chose qui doit être éclaté et que seul compte la reproduction? C'est une question, je n'ai pas dit que je sois forcément d'accord. Mais effectivement, on a évolué en tout cas en suivant un peu ce canevas-là. Et ce qui a donné une société beaucoup tournée sur la maman qui s'occupe de ses enfants et puis le père qui va semer un peu des enfants partout. En tout cas, c'était quelque chose d'assez général qui, j'ai l'impression, a tendance à changer. J'ai l'impression que le vent change de sens et que les pères sont de plus en plus investis, de plus en plus présents donc, pour leur famille, que la cellule familiale elle se resserre et se reconstruit. On avait beaucoup de femmes potomitans qui maintenant, qui étaient portées en l'air. On trouvait que la femme potomitan, c'était un beau compliment qu'on faisait à une femme quand on lui disait « tu es le potomitan de la famille ». Et maintenant, je crois qu'on n'a plus envie, nous les femmes, d'être le potomitan en fait. Parce que c'est quelque chose, le potomitan, il détériore la santé mentale des femmes au final. On fait peser trop de poids sur nos épaules, on doit tout gérer, on doit être responsable de la santé physique, mentale, matérielle, émotionnelle de toute la famille, enfin des enfants, de ce qu'il y a autour, de l'homme qui vient et voir qui repart. Les femmes, elles ne veulent plus trop de ce rôle de potomitan et c'est plus trop un compliment maintenant, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, c'est pas un compliment forcément que de se sacrifier sa propre santé et son propre épanouissement justement pour faire plaisir aux autres. Et concernant ce que M. Gadet disait, effectivement, la notion d'épanouissement personnel, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être au centre pour chacun. Mon épanouissement va me regarder, votre épanouissement va vous regarder. On est dans une société, on est dans un microcosme entier. On a des petites îles, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui, tout le monde sait qui dort chez qui vit avec qui. Et on a tendance à justement faire attention à ce que l'autre va penser et à vouloir vivre en fonction de ce qui est bien, ce qu'on a dit qui était bien sur le papier. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça doit suivre il y a une liste de points à checker pour être la famille parfaite, le couple parfait, etc., la relation parfaite. Et le problème, c'est que maintenant, ces points-là, ils ne vont pas correspondre à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont être très heureuses en vivant selon cette liste-là et des personnes qui seront extrêmement et profondément malheureuses. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est bien que chacun... Je dis pas autre chose. Hein. Vous voyez, C'est c'est ce que j'essaie de dire. Je pense que chacun devrait faire sa propre liste, en fait. Sa propre liste de ce qu'il lui faut pour être heureux. Et puis après, on voit ensemble, puisqu'on décide de se mettre, mettons, en couple. Moi, je reste pour l'instant sur le couple. C'est au couple de décider ce qu'il met dans sa liste.
Pas au voisin, pas au facteur, pas la commère d'en face qui va regarder par la fenêtre. C'est au couple qui construit ensemble et qui va avoir ses enfants qui dépendent de lui, par exemple, si enfant il y a, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'en avoir. Mais voilà, ce sont aux personnes concernées d'écrire ensemble cette liste-là, peu importe ce qu'elle contient. Tu sais, j'ai eu l'occasion d'écrire sur la vie amoureuse. J'ai écrit 3 livres qui ont eu un certain succès. Hein. Il y en a un qui s'appelle Quand un homme aime une femme, Quand une femme aime un homme. Et j'ai écrit Est-ce que ça va marcher? Parce que ça m'intéresse. Et j'en arrive un peu absolument aux mêmes conclusions. Maintenant, je dis à mes lecteurs et à mes lectrices de ne pas chercher à reproduire quoi que ce soit de ce que je dis, mais surtout à peser pour voir ce qui a du sens pour eux. Et de, comme j'aime à dire, de prendre la chair du poulet et de cracher les os. C'est-à-dire prendre ce qui leur semble bon et de mettre le reste à côté. Tout à fait. Monsieur Lusné, qu'en pensez-vous? En fait, par rapport à la première question, enfin la question initiale, je suis un peu sur la même ligne. Hein. Moi, je dirais que l'héritage nous conditionne, il ne nous détermine pas. Et une fois que je dis ça, c'est de prendre en compte ce qui s'est passé, mais en sachant que je ne pourrai jamais dire que ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause du passé. Parce que je ne suis pas un robot qui est programmé, déterminé. J'ai une influence culturelle, familiale, historique, affective, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, j'ai une intelligence aussi, j'ai mon expérience personnelle qui me permet de prendre de la distance par rapport à ce que j'ai reçu. Okay. Donc ça, pour moi, c'est la première des choses pour poser la discussion. Et puis, prendre aussi au sérieux le fait que là, quand on est en train de parler de les hommes et les femmes, on parle de généralité et sans évidemment mettre tout le monde dans le même sac. D'accord. Ça, c'est important. Pour nous, je crois que c'est clair, mais pour les gens qui nous écoutent aussi. Parce que déjà dans la discussion, dire les hommes et les femmes, on se tire une balle dans le pied. D'accord. Parce que... Quelle serait la meilleure sémantique pour vous? Les terminologies à utiliser, ce serait quoi? Une tendance. Il y a une tendance dans la société martiniquaise. Qui est laquelle, selon vous? Non, c'est ça. Au lieu de dire les hommes ou les femmes, on pourrait dire qu'il y a une tendance chez les hommes, il y a une tendance chez les femmes martiniquaises. Parce qu'aujourd'hui, on a beau parler d'héritage de l'esclavage, on voit qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération de la vingtaine, il y a un autre héritage qui est en train de se mettre là, qui est l'héritage musical. Quand on va parler de trap music, quand on va parler d'influence américaine, des musiques urbaines américaines, Fola est spécialiste dans ça. On a déjà eu animé un atelier il y a quelques années au campus, de voir comment la musique peut avoir une influence sur nos mœurs aujourd'hui. Donc j'ai un héritage culturel, mais qui n'est pas monolithique. Et la génération d'après n'est pas ma génération, etc. Donc on bouge, on est des organismes toujours en développement. Donc il faut introduire ça, intégrer ça dans la discussion qu'on a pour ne pas qu'on soit dans les clichés, même si on a besoin du cliché pour se positionner, pour travailler. C'est ça. Alors, Monsieur Fola-Gadet, on parlait quand je vous ai présenté, de ce mot monogame, justement, qui, à mon avis, devrait faire le débat là maintenant. Est-ce que les rôles de l'homme et de la femme traditionnels dans ce couple monogame-là, est-ce qu'il a évolué selon vous? Il a changé? Quand vous dites les rôles de la femme traditionnelle, à quoi vous pensez? Celui dont parlait Hélé tout à l'heure, et je crois un peu aussi Cathy Amélie, la femme qui s'occupe, qui porte le foyer sur les épaules, et puis l'homme qui, lui, comme je disais en introduction aussi, le macho assumé. Moi, j'ai 46 ans. De ce que je vois, mes copains autour de moi, ma génération, certains d'entre nous, on s'est mariés à la fin de la vingtaine, il y en a qui sont encore mariés, il y en a qui sont plus mariés, etc. De ce que je vois, on n'a pas investi nos couples avec ces schémas. Beaucoup de mes copains qui ont mon âge, on fait la cuisine, on s'occupe de nos enfants, on fait ce qu'il y a à faire. J'ai pas vu beaucoup de gars sur des positions très machistes, peut-être sur certains sujets, mais lorsqu'on sort ensemble et qu'on parle de certaines choses, on voit que ils mettent la main et ils font les choses, c'est pas comme la génération d'avant. Et ils sont même là à réclamer une forme d'autonomie pour leur compagne. C'est-à-dire, vas-y, vis ta vie, quoi. Vis ta vie, moi je vis la mienne, on se rejoint à certains moments, on gère nos intérêts pour les enfants, on gère ce qu'on doit gérer, mais c'est plus, je vois plus forcément des couples hyper fusionnels non plus. Les gens revendiquent leur autonomie et les hommes ont l'air moins dépendants, on va dire, dans la maison. Monsieur Gadet, le mythe du macho antillais, c'est plus une réalité alors? On peut dire que ça dépend des générations, mais on ne peut pas dire qu'il faut appliquer ça. Moi, génération, moi,
ça a existé, hein, parce que ni femme qui souffert de sexisme et de machisme. Absolument. Mais on parle de la situation des couples, les fonctions, qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple. Je vois que ça a reculé un peu, même si les associations féministes vous le diront, que le sexisme et le machisme font encore souffrir beaucoup de femmes. Et c'est ça d'ailleurs, dans ce que tu dis, ce ne sont pas des rôles. La femme potomitan ou l'homme macho, ce ne sont pas des rôles de l'homme et de la femme. Ce sont des Ça l'a bobos. été. Non, ce sont des bobos. Ça l'a La été femme aussi. potomitan, ça n'a jamais été un rôle. Ça a été un mécanisme de défense de la maman pour que le foyer survive. Ça a Et été un rôle assumé. Bon, après, c'est une oui, question non, de position. justement, comme on dit rôle, pour moi c'est important dans la discussion. Quand on dit rôle, c'est parce que ça l'est devenu peut-être. Et beaucoup de mamans, en fait, Elles l'ont assumé. enfin, elles n'ont pas eu le choix aussi. C'est une ça. conséquence C'est en fait, ça. de leur Mais situation. voilà, c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un rôle que j'ai choisi, c'est un rôle que j'ai assumé parce que c'est un mécanisme. Et le bobo, c'est quoi? C'est que certaines mamans ont transmis cette posture de femme potomitan à leur fille en disant « ou pas besoin d'un homme, gardez-moi ». C'est une C'est façon ça. de se protéger aussi. Oui, et c'est quand on comprend en fait que ce n'est pas du tout un rôle. Et l'homme non plus, l'homme macho, c'est pas un rôle d'être macho. Ça aussi, c'est un bobo de carence, etc. Et donc quand on comprend ça, on comprend en fait que notre vision du couple, elle est biaisée par des bobos qui sont devenus des normes, qui sont cristallisés. Et quand on commence à réfléchir, on se dit mais en fait, à quoi sert la famille? Parce qu'on n'en a pas encore parlé là. Je sais pas si ça va venir, mais couple. Famille, c'est pas forcément avec les enfants. Famille, c'est mon épouse et moi, ma compagne et moi, etc. Mais en fait, la question, c'est à quoi ça sert? Quand Fola disait qu'avant ne se mariait pas à une époque par amour, mais en fait, c'est vrai. Pourquoi je me mets avec une telle? Quelle est la fonction, pour le coup, du couple? Quelle est la fonction de la famille? Pour que je puisse me positionner. Parce qu'on parle beaucoup de couple aujourd'hui en tant que partenaire. Je suis ton partenaire. On ne sait jamais 50-50, comme on disait dans le salon tout à l'heure. C'est jamais 50-50, mais on est partenaire. On a un objectif commun. S'aimer, ça ne suffit pas. On s'aime, c'est la base. Mais est-ce qu'on voit dans la même direction? On n'est pas d'accord, on n'est pas pareil. Mais est-ce qu'on peut co-construire un projet commun? Enfin, c'est tout ça qui est derrière. Au-delà du macho et la femme potomite, qui sont des bobos. Là, maintenant, on va assumer qu'on n'est pas pareil. On a des particularités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on est convoqué, plutôt que de subir et de réagir. D'accord. Cathy Amélie, dans ce que disait M. Lucenay à côté de vous, dans la formation du couple, une fois qu'il est formé, ce couple-là, selon vous, est-ce qu'il est toujours aussi difficile, en termes de communication, de faire passer ses émotions aujourd'hui? Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque part dans la relation homme-femme, une difficulté qu'ont connue nos parents? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Je pense que en tout cas, c'est vrai que les nouveaux parents essayent justement d'apprendre aux enfants à communiquer leurs émotions, dis tes besoins, qu'est-ce que tu ressens, et essayent de comprendre aussi des notions comme les langages d'amour pour essayer de tout donner à son enfant. Mais c'est vrai que les garçons ont été éduqués aussi de cette façon, qu'ils doivent être forts, et même s'ils n'ont pas forcément reçu cette éducation, mais la société leur envoie quand même cette image-là, que ce soit au travail. Donc, c'est pas bien vu qu'un garçon pleure, qu'un garçon montre ses émotions, parce qu'il y a des émotions qui sont plus facilement acceptables, comme pour un homme, qu'il se mette en colère. Ça passe, mais pour une femme de se mettre en colère, ça passe un peu moins, on va dire qu'elle est hystérique, etc. Et si elle pleure, on va se dire c'est normal, elle est faible, alors que les deux sont vulnérables et ont besoin d'exprimer cette vulnérabilité. Et je pense que c'est à partir du moment où le couple commence à se faire confiance, c'est surtout ça, parce que on se met en couple, mais en fait, on se met avec un étranger et on a besoin de rentrer de plus en plus en contact, en communication, pour pouvoir, à un moment donné, laisser tomber les masques et exprimer cette vulnérabilité. Et je pense que c'est quand on a enfin confiance en l'autre qu'on peut se montrer tel qu'on est et pouvoir exprimer cette vulnérabilité qui est quand même très compliquée, même pour la femme aussi. Parce que comme il y a des émotions qui sont socialement acceptables pour la femme, ça peut être aussi plus difficile d'exprimer aussi même sa colère à son époux ou son conjoint, dire voilà, ça j'ai pas aimé, ça je suis pas d'accord, parce qu'on a cette pression. Parce que comme le disait le collègue, effectivement, la femme potomitan, c'est pas un rôle, mais c'est quand même à un moment donné quelque chose qu'on a porté comme un masque en se disant ça me permet de reprendre le contrôle. Parce que même si ça fait mal, mais cette notion de femme puissante, de femme forte, ou peut-être d'homme macho, ça me permet de reprendre le pouvoir sur ma vie. Voilà, c'est un peu bancal, mais ça m'aide. C'est comme l'homme aussi qu'on dit, souvent on traite l'antillais de volage, etc. Mais finalement, la tromperie, quand on étudie les chiffres, il y a autant de tromperies en Martinique que dans d'autres pays, en fait, finalement. Et les femmes trompent autant que les hommes, finalement. Et finalement, le fait qu'on perdure encore des discours comme l'homme entier et volage, peut-être que pour l'homme entier, d'une certaine façon,
ça nourrit un côté narcissique, parce que de se dire, voilà, je suis l'homme volage, même s'il ne l'est pas, il y a un côté quand même, ça rétablit un certain ego, vous voyez? Parce que finalement, c'est pas, comme c'est bien vu d'être un homme... Un homme infâme. Voilà, C'est c'est ça. accepté, en fait. C'est pas forcément bien vu, mais c'est accepté. Monsieur Folagade, dans vos écrits, selon vous, quelles sont les plus grosses difficultés que retrouvent les couples quand vous posez la question est-ce que je suis aimée, est-ce que j'aime, comment j'aime, etc. Est-ce que vous avez fait j'imagine, vous avez parlé à plusieurs couples, est-ce que vous avez pu repérer, mettre le doigt? Parce que quand on pose la question qui mène la barque, est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que vous avez pu cibler ça? Je n'ai pas fait d'enquête, moi. Hein. Ouais, Je n'ai d'accord. pas fait d'enquête. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens, mais je ne pourrais pas vous dire avec précision c'est quoi le problème le plus récurrent. Bon, je vous avoue, je suis très honnête. Hein. Mais ce que Cathy disait, ça m'intéresse. Lorsqu'on parle de l'homme anti-volage, c'est-à-dire qu'on parle d'une situation où le contrat de départ, c'est un amour exclusif. Je pense que parfois, nos échanges peuvent manquer de franchise. Il y a des personnes qui vont donner des paroles à droite et à gauche pour pouvoir rentrer en relation avec des femmes, leur faisant croire qu'ils rentrent dans un amour exclusif, alors que ça n'est pas ça. Ça manque des fois de franchise sur les intentions qu'il peut y avoir. Ça vient des fois des deux côtés. Je trouve que il devrait y avoir plus de franchise. Moi, je n'ai pas toujours fonctionné comme ça, mais je plaide aujourd'hui pour qu'il y ait plus de franchise sur les intentions de départ. Qu'est-ce que nous voulons? Et ne pas tout de suite se dire, ben, étant donné que nous sommes en train de parler, que ce soit deux hommes ou deux femmes, ou un homme, une femme, étant donné qu'on est en train de parler, ben, on veut la même chose, c'est-à-dire on veut vivre dans la même maison, avoir une famille, rester ensemble pendant 20 ans. Parce que parfois, les gens ne font pas couple pour ça. J'ai envie de mettre ça sur la table, parce que si vous vivez dans le pays, vous voyez que c'est une réalité aussi. Oui. Je pense que la difficulté, c'est vrai, la franchise, c'est important, mais elle est pas forcément évidente à donner. Déjà, je trouve que c'est difficile de se comprendre dans le couple. Je m'explique. Quand on arrive en couple avec quelqu'un, Cathy le disait tout à l'heure, on a deux étrangers en fait qui vont faire une relation ensemble. Mais deux étrangers, qui dit deux étrangers, dit deux personnes qui parlent potentiellement de langues différentes et qui doivent apprendre à parler une langue commune. Des fois, on dit quelque chose à son époux, son épouse, son partenaire en tout cas, en pensant que cette personne a compris exactement ce qu'on veut dire et pas du tout. Le message n'est pas du tout passé comme ça. Moi, j'ai dit ça de telle façon, c'était évident, mais beaucoup de conflits vont naître de cette incompréhension-là, parce qu'en fait, souvent, on pense la même chose, ou on pense que l'autre a compris ce qu'on veut dire, et le langage seulement utilisé n'est pas compris par les deux. Donc déjà, il y a ça. Et une fois qu'on a réussi à parler la même langue et à se comprendre et à se mettre d'accord sur les termes utilisés, les intentions mises derrière les mots, etc., la franchise, des fois, on ne veut pas la balancer comme ça, parce que la franchise, des fois, ça fait mal, en fait. Tout le monde va vous dire, moi, dans ma relation, je veux de l'honnêteté, je veux de la sincérité, je veux tout savoir. C'est pas vrai. On veut pas tout savoir. On veut pas de l'honnêteté, parce que l'honnêteté, bien souvent, elle fait mal. Et pour arriver justement à une relation où on va se dire franchement, ben, écoute, comme on disait, comme vous disiez tout à l'heure, les gens rentrent dans des relations monogames par définition, puisqu'on est dans une situation, on est dans une société où le couple normal, c'est le couple monogame. Donc on va arriver dans une relation et on part du principe. C'est ça, mais on part du principe qu'on se met ensemble pour une relation monogame. Mais en fait, il y en a qui rentrent dans ce fonctionnement, mais ils ne se sont même pas posé eux-mêmes la question, mais est-ce que cette relation monogame, je suis capable de la trouver? Ensuite, il y a dans la monogamie quelque chose d'assez lourd pour chacun des partenaires, qui est qu'on fait peser entièrement sur l'autre notre bonheur. L'autre a la responsabilité de notre bonheur. Tu dois me rendre heureuse en faisant tout ce que je veux, enfin, en aimant les mêmes choses que moi, en faisant mes activités préférées avec moi, etc., en partageant. Alors, est-ce que c'est forcément ça, un couple? On peut aussi se mettre ensemble pour fonder une famille, avoir des enfants, leur transmettre des choses, et avancer, forcément, construire, se mettre en couple, pour moi, c'est construire quelque chose, mais est-ce que ça veut forcément dire que la personne avec qui on construit cette chose a l'entière responsabilité de notre bonheur? Moi, je trouve que c'est lourd de faire porter ça entièrement à quelqu'un. Et moi, c'est une métaphore que je prends souvent avec mon mari, c'est que ce sont des discussions qu'on a l'occasion d'avoir. Et que j'aille avec ma meilleure amie faire mon shopping, par exemple, parce que lui n'aime pas ça. Bon, il adore ça, mais imaginons. Ça va poser de problème à personne.
Si c'est avec un autre homme, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que l'ego va forcément, et au centre, l'ego va se dire « Ah ouais, non, mais là, on se sent en danger, on se sent menacé. » Est-ce que c'est ça l'amour, en fait? Est-ce que l'amour, c'est la possession de l'autre, la Non. peur? Est-ce que l'amour, déjà, c'est la peur? Parce que quand on a peur de perdre l'autre, quand on est jaloux, quand on ne veut pas que l'autre aille voir d'autres hommes, d'autres femmes ou autres, tout ça, c'est juste le fruit d'une peur. Pour moi, la peur, c'est l'opposé de l'amour, en fait. L'amour, c'est tranquille, ça fait du bien, en fait. C'est pas quelque chose qui est censé nous faire ressentir de l'insécurité, de la souffrance et de la peur et être comme ça. Donc, Alors, la question que j'ai envie de vous poser, et aussi à Monsieur Lucenay, en tant que thérapeute et qui aide les couples qui vont se marier, et Monsieur Foulagadette. Pourquoi on me voit comme le vagabond, comme celui qui Non, n'a pas pas du de... tout. Pourquoi Ah vous bon, dites ça? d'accord. Non, Non, j'ai l'impression absolument d'être pas. le troublion, quoi. Ah non, pas du tout. C'est parce que bon, on s'est un petit peu tout à l'heure, mais c'était Mais fait ça va, c'est rien de gentiment. personnel. Ah, Mais absolument non. pas. La question est simple. Quand Ailey parle tout à l'heure de peur, de crainte de perdre l'autre, quelque part l'amour, est-ce que l'amour, c'est pas justement, vous parliez de la notion d'exclusivité, c'est pour ça que je faisais référence à vous, ce mot-là m'a plu, parce qu'il est égal, il est égal à stabilité, à un autre mot. Exclusivité, stabilité, monogamie, stabilité. Est-ce que c'est pas un peu normal quelque part, quand on aime, de vouloir pour soi? pourquoi c'est synonyme exclusivité et stabilité? C'est ma définition. Moi, je trouve pas que ce soit Après, on synonyme, parlait parce que ça oui, revient à ce que beaucoup de personnes disent. On a l'impression que l'infidélité dans un couple, c'est le péché ultime. ça l'est pas pour vous. Non. Voilà. Moi, le simplement, péché c'est ultime, je sais pas, votre définition. j'ai un homme pour moi qui bat sa femme, c'est plus grave qu'un homme qui est tombé amoureux à côté. C'est plus grave pour moi que de battre sa femme, que de battre ses enfants. Il y a d'autres formes de trahison. C'est plus honnête de dire, franchement, j'ai envie de voir telle personne ailleurs, machin, j'ai eu du désir pour telle Et personne donc et de tout. quitter l'être avec qui on est marié. Pas forcément de quitter. D'accord. De quitter ou d'en discuter. Mais en tout cas, de le dire. On parlait de franchise. De le Absolument. dire. D'avoir la franchise de le dire. Pour moi, c'est plus sain déjà que d'aller faire en cachette. Là, on est dans de la trahison. Mais pareil, l'infidélité est souvent le péché ultime. C'est-à-dire que on va voir, hein, les copines, on parle et tout, je parle avec beaucoup de femmes. On va dire à une femme qui se sépare de... J'ai une amie, par exemple, qui a divorcé de son mari, avec qui elle s'entendait très bien, mais finalement, ils ne s'entendent plus, ils n'ont plus la même vision du couple. Il veut d'autres enfants, elle est sûre qu'elle n'en veut plus, etc. Ils ont décidé d'un commun accord de divorcer. D'un divorce qui se passe très bien, en bons termes, on s'occupe de l'enfant. Le truc est nickel. Ça déplaît. Pourquoi? Parce que, ah, mais t'as pas trompé, pourquoi vous voulez divorcer? Mais il y a plein d'autres raisons de divorcer, Ce que j'ai en envie fait. de dire, et je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est qu'on devrait arrêter de juger les choix de vie des uns et des autres. Tout à fait. À partir du vrai qu'elle ne sent pas qu'à couler, à partir aussi du fait qu'il y a bien sûr pas ni violence, mais les choix, par exemple, quand je t'entends que tu parles effectivement d'infidélité, il y a des mots explosifs les gens qui nous écoutent, ça les envoie à tellement de choses et on se perd de vue. Ni des gens peut-être qui j'ai dit, ah, comment on m'a dit là? Mais sans vraiment écouter. Mais je plaide pour justement plus de tolérance lorsqu'il s'agit de choix de vie. C'est mon a décidé qu'il n'y a pas envie de rester si même là ensemble. Il y a qu'à divorcer qu'on des grands monde. Et vers l'amour, ni l'amour dans séparation là, ça. On devrait apprendre d'ailleurs à mieux terminer nos histoires d'amour. Eh bien, je trouve que c'est une bonne chose pour eux. Qu'est-ce que moi j'ai à dire de ça? Non, rien. C'est ça. Après, le but du débat, c'est aussi que chacun expose sa vision On est d'accord. de l'amour. Mais justement, C'est comme pas je sais que nos forcément un visions jugement. sont irréconciliables, je plaide justement pour plus de tolérance dans le tolérance. choix de vie. Alors, je voudrais entendre, Katia Amélie Gardé, votre pensée. Monsieur Lucenay, sur tout ce qui a été dit. Ouais, mais tout ce que j'entends me confirme l'importance de la préparation au mariage. Pour moi, l'une de mes propositions, qui n'est pas forcément partagée par tous, mais ce n'est pas le souci, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être en couple. Pour moi, d'ailleurs, statistiquement parlant, on le montre qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc forcément, il y a des femmes qui ne seront jamais en couple et des hommes qui ne seront jamais en couple. Ça, c'est ma vision. Pourquoi? Parce que qui dit se mettre en couple, dit responsabilité, conscience, projet, maturité, tout ça, etc. Okay? Pour moi, il y a un âge pour se mettre en couple aussi. Quand on est un adolescent, on fait ses découvertes. Oui. On fait ses découvertes. C'est mignon, mais c'est pas encore ça un couple. Donc, pour moi, c'est toute la question de la préparation, déjà, pour poser ça. Et puis, je ferai une distinction entre, comme tu dis, et je souscris à ça, respecter le choix de l'autre
et puis afficher le choix de l'autre comme étant un modèle. Parce que moi, surtout qu'au cabinet, on est chrétien, on est des thérapeutes chrétiens, et du coup, notre thérapie, elle est aussi imbibée d'une sagesse chrétienne. Sans l'imposer aux clients, évidemment, mais notre vision. Parce que la foi, c'est pas seulement je crois en Dieu, mais ça me donne un mindset pour le monde. Et du coup, pour la question de l'amour aussi. Quand on parle d'infidélité, j'ai envie de dire, la question n'est pas de savoir si c'est un péché ou pas. La question est de savoir, est-ce que dans le couple, celui qui a été blessé est heureux ou pas? C'est ça. C'est ça la vraie question. Où je ne pourrai jamais dire, moi, que l'infidélité, ce n'est pas grave. Je ne dirai jamais que l'infidélité n'est pas un péché, n'est pas un truc, ou bien c'est un péché, comme tu as dit, c'est le pire. Enfin, moi, c'est le pire péché. c'est ça. Pour moi, en fait, on s'en fiche, j'ai envie de dire. De fait, tuer quelqu'un, voilà. Mais par contre, je ne pourrais pas dire tromper sa femme ou tromper son mari, ce n'est pas grave. Parce Non. que justement, au cabinet, et quand j'étais prêtre aussi, j'ai eu à accompagner des personnes qui ont été trahies dans le couple, mais aussi j'ai eu à accompagner des couples qui essayaient de se reconstruire après trahison. Donc dire, je n'ai pas de regard à poser sur ton couple, vrai, mais en même temps affirmer que en fait, tout se vaut ou rien n'est grave, selon moi, pincette. C'est parce que j'ai Ok. dit, attention. Non. En fait, tu sais, quand j'ai pris l'habitude des discussions avec des caméras, on n'est pas que 5 en train de parler. C'est vrai. Et comme disait Fola, là, on parle entre nous, Mais il y a des on personnes qui s'entend, ont d'autres mais façons de penser c'est également. important que nous-mêmes, on équilibre le propos, pas pour nous, pour les gens qui nous écoutent. Oui. Tu Non, vois, bah, je suis pour ne pas qu'on d'accord. dise Zitata, de raconte n'importe quoi à la télé, machin. C'est important en fait que chacun on apporte. Moi, c'est pas Zitata, c'est Elé. On apporte. C'est Eléa Zitata, mais qui permet ça. Tant que vous ne dites pas, Si quelqu'un dit n'importe quoi. on se désolidarise, machin. En fait, tu vois, c'est important qu'on apporte. Et c'est bien qu'on ait des postures assez marquées quand même, parce que ça permet d'équilibrer la discussion pour que ce soit le plus audible, quoi. Alors, pour revenir justement, c'est vrai que c'est important de le dire. Je n'ai pas dit que l'infidélité n'est pas grave. Ah oui, je le dis et je le répète parce que j'ai conscience que l'infidélité est quelque chose qui peut complètement anéantir une personne et c'est pas quelque chose pour moi qui devrait être qu'on devrait faire subir à quelqu'un. D'où l'importance de la franchise. Je préfère la franchise. Pour moi, la franchise, elle est plus éthique que l'infidélité cachée, etc. J'ai juste dit l'infidélité. Pourquoi est-ce que ça devrait être le péché ultime dans le couple, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose plus grave, justement, puisqu'on parlait de monogamie? Enfin, est-ce que, justement, la chose la plus difficile à supporter dans un couple serait l'infidélité? Après, il y a des gens pour qui c'est le cas. Il y a des gens pour qui c'est l'infidélité. Il y a des personnes qui, certainement, préfèrent quelqu'un qui reste à la maison, qui ne fait rien de la journée, par exemple, mais qui est fidèle et qui machin. Il y a des personnes qui vont se dire, moi, je préfère que mon mari ou ma femme soit infidèle, mais par contre, va travailler, va ramener de l'argent. Ça dépend. Et c'est là que je suis totalement d'accord avec ce que Fola a dit. C'est propre à chacun et on n'a pas forcément, nous, en tant que personne extérieure, à donner un avis et à porter un jugement sur ce qu'un couple fait ou choisit de vivre et d'expérimenter. Chacun, comme je disais tout à l'heure, la liste, chacun met ce qu'il veut dans sa liste. Et tant que les deux ils sont OK sur les points qui composent cette liste-là, personne n'a son mot à dire. Donc en fait, jusqu'à présent, on est d'accord que personne ne mène la barque plus qu'un autre. Tous les deux sont ensemble dans le processus de séduction avant le mariage et même après. Il suffit d'être franc et honnête. C'est ça? Mais c'est ça, pourquoi il faudrait que quelqu'un mène la barque? Et en fait, c'est partagé. Mais c'est la question. Alors maintenant, c'est la question qui est posée. Si on prend l'image de la barque, la barque, c'est quelque chose qui est sur l'eau et qui doit avancer. Pour avancer, il faut que les personnes rament. On va ramer tous les deux, en fait. Mais pas forcément autant, pas forcément, parce qu'on arrive tous dans la vie et dans notre couple avec un bagage, avec nos blessures, nos traumatismes, nos expériences, nos forces aussi, nos forces et toutes nos capacités. Eh ben, des fois, moi, j'aurais plus la force de ramer toute la journée. Et puis demain, je vais ramer encore parce que c'est encore moi qui ai l'énergie pour le faire. Et c'est OK. L'essentiel, en fait, dans le couple, c'est qu'on sait qu'on part de là, on veut arriver là. Et voilà, il faut qu'on avance. D'accord. Donc, le but, c'est que tous les deux, on rame. Et puis, si maintenant, si je sens que j'ai plus la force, je vais te dire, avoir l'honnêteté de dire qu'on n'a plus la force et puis laisser l'autre faire. Oui, Katia Amélie, vous vouliez intervenir? Non, pas spécialement. C'est vraiment aussi de savoir où on va, parce que parfois on ne sait pas forcément où on va, il n'y a pas forcément de projet de départ, parce que finalement on découvre le couple en même temps qu'on est en train de le faire. Et puis quand tu parlais tout à l'heure de liste, mais parfois on ne sait pas de quoi on a besoin. Et parfois même quand on sait de quoi on a besoin, on a honte de le formuler. Parce que par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on connaît aussi de l'autre, de ses valeurs, on se dit qu'elle va penser ou il va penser que c'est sale, que c'est mal, que
Parce qu'en fait, on évolue en tant qu'être humain, parce qu'on grandit. Et c'est pour ça que c'est important de cette communication, mais cette communication, elle n'est pas souvent là. Parce que avoir cette communication, c'est se dire, je prends du détachement par rapport à mon couple, et puis j'analyse mon couple, je pose mon couple comme un objet d'étude, et là, je dis ça va, ça ne va pas. Mais je ne pense pas que ce soit des conversations qu'on a très souvent. En tout cas, quand on n'a pas conscience de l'importance de ça, on vit, en fait, on avance dans la vie, et puis c'est quand ça devient trop lourd que finalement ça éclate, et il y a des émotions qui sont totalement exacerbées, qui sortent du couple, et on ne sait pas d'où ça vient, et on se dit, mais je ne comprends pas, il a changé du jour au lendemain, mais ce sont des situations qui ont pesé depuis un bon moment et qui sont là, qui vont se révéler peut-être à travers une grossesse, une naissance ou justement une tromperie aussi. Et si on parle d'infidélité, comme tu le disais tout à l'heure, ben c'est qu'il y a eu trahison à un moment donné. Sinon, on ne parle pas d'infidélité. On parle tout simplement de notre couple fonctionne, où on a le droit d'aller voir ailleurs, on n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Mais s'il y a infidélité, il y a forcément trahison et donc il y a forcément des conséquences au même titre que de la violence, etc. Parce que l'infidélité, c'est une violence selon de comment on le perçoit. Et ne serait-ce que même le dire à l'autre aussi, c'est très violent parce que ça veut dire que... C'est comme le couple en fait. Le couple, c'est comme un miroir dans lequel je me regarde, je me vois à travers mon compagnon, il me voit aussi, il se voit aussi à l'intérieur de moi. Et donc quand il y a cette trahison, donc déjà on ramène une autre personne, une tierce personne dans le couple. Donc c'est comme si mon partenaire révèle mon intimité à quelqu'un d'autre, donc il y a déjà ça, il y a mon estime de moi, parce que quand on vit une trahison, finalement, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que j'ai pas été assez à la hauteur? Est-ce que j'ai pas fait assez ci? Qui je suis? Voilà, parce que le couple permet de se connaître soi-même. Parfois, il y a des choses qu'on ne voit de soi que dans le couple, et on se dit, je ne pensais pas que j'aurais réagi comme ça. Donc c'est très important, et moi je pense que l'infidélité, oui, c'est quelque chose qui détruit le couple, en fait. Et il y aura... Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas s'en sortir, mais ça demande quand même un certain travail de fond. C'est ça. Ouais. Merci de cette réponse. On va essayer d'avancer un petit peu dans le débat. Autre que l'infidélité, j'ai envie de vous poser à tous les quatre une question. Qu'est-ce que on n'est pas dans le jugement, n'est-ce pas? Hein? Non, on n'est pas dans le jugement. On essaie de répondre à une question et de faire avancer le schlimmbing, comme disait quelqu'un. Qu'est-ce qu'est, selon vous, le couple parfait? Relation homme-femme, relation amoureuse. Moi, je crois qu'il n'existe pas. D'accord. Il n'existe pas le couple parfait. Mais par contre, montrez-moi des gens qui sont heureux en couple et je vous dirai s'ils m'inspirent ou pas. Nous, on a tous grandi. Excellent, parfait. Et nous, moi, j'ai grandi en voyant des couples inspirants et d'autres pas inspirants. C'est celui qui rend les personnes qui y participent, non, pas qui rend, qui contribue au bonheur des personnes qui y participent. Je crois que c'est celui-là. Sans regarder forcément qui le compose exactement, mais si ça joue ce rôle-là, je trouve que c'est bien. Et c'est bien pour notre pays aussi. Parce que des gens heureux dans leur vie amoureuse, Bravo. indépendamment de ce qu'elle est, ce sont des gens qui reversent ça aussi dans le fonctionnement du pays, puisqu'il y a bien tête à eux. C'est ça. Je le rejoins full là. C'est pour moi le couple parfait, c'est un couple où on est libre d'être qui on est vraiment. Donc justement, de ne pas porter tous ces masques qu'on va pouvoir mettre parfois à l'extérieur pour le commun des mortels. C'est un endroit où on est en sécurité, où on se sent rassuré, où on se sent en sécurité et suffisamment en sécurité pour justement enlever tous ces masques-là, montrer sa vulnérabilité à l'autre et puis s'aider mutuellement à grandir, à évoluer, à se sentir apaisé et puis à aller vers le bonheur. Et puis un endroit voilà, où on est vraiment soi-même et on peut l'exprimer et le dire sans honte, sans peur d'être jugé, sans peur qu'on dise en face « Ah oui, mais c'est mal, mais c'est ci, mais c'est... » Juste pouvoir dire en fait qui on est, ce qu'on aspire à devenir et le construire ensemble. D'accord. Monsieur Lucie. Pour moi, le couple parfait n'existe pas, parce que la perfection n'existe pas sur Terre. J'aurais parlé de couple épanoui, de couple heureux. Et pour moi, c'est un peu tout ça. C'est un couple où les partenaires sont eux-mêmes et s'enrichissent mutuellement, sont eux-mêmes seuls. Parce que l'un des critères qui me permet de savoir, selon moi, si je suis prêt à être en couple, c'est si je me suffis à moi-même. C'est-à-dire que si j'ai une bonne estime de moi-même, si je suis debout, si je connais mes valeurs, mes forces, etc., et si je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux. Parce que quand je vais rentrer en couple, justement, je ne vais pas attendre que l'autre me rende heureux, mais je vais me demander qu'est-ce que moi je peux faire pour élever l'autre. Et je sais que dans la relation, l'autre va contribuer à mon bonheur. Mais je ne vais pas avoir un besoin vital de l'autre, c'est ça. Donc c'est un couple où chacun est épanoui lui-même, conscient qu'il a une responsabilité pour l'élévation du couple. Et puis s'il y a des enfants, où les enfants font l'expérience naturelle et habituelle de l'amour inconditionnel. Des enfants qui savent que les parents sont là,
que je fasse ça bien ou pas bien, que je suis aimé, qu'il accepte tel qu'il est, avec ses émotions, avec sa personnalité, bref, bref. Et c'est un couple aussi qui est, selon moi, témoin. C'est-à-dire que on n'est jamais isolé. Dans le couple, c'est deux familles qui rentrent dedans. C'est la famille de lui et la famille de elle, quoi. Mhm. Avec les beaux-parents, on connaît le Mhm. cliché de la belle-mère. On Mhm. pourrait faire une émission sur la belle-mère, tiens. Le cliché de la Vous belle-mère, viendrez? etc. Des frères et sœurs, enfin bref, bref. Il y a aussi les ex qui sont derrière, enfin, s'il y a des enfants à côté, enfin bref, il y a tout ça aussi. Et donc, le couple n'est jamais isolé. Donc, comment, en fait, le couple épanoui et heureux, c'est sa capacité à refléter un peu ce que tu disais, à refléter ce bonheur qu'ils vivent à l'intérieur. Comme un vase débordant, ce Mhm. que je vis, eh bien, comment je nourris d'autres pour leur dire, mais tiens, mais en fait, tu sais, ben, l'amour, ça existe toujours, le respect, ça existe toujours, une éducation équilibrée, ça existe toujours, etc. Alors, Donc, Monsieur Husnet, par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous pensez qu'un couple qui n'a pas fonctionné, qui débouche sur un divorce, on a diverses raisons, hein, comme celles qui ont été citées au préalable, est-ce que c'est justement dû au fait qu'il n'y ait pas ce respect-là Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, un divorce, encore une fois, il y a divorce et divorce, on ne sait pas. Un divorce, c'est un chemin qui s'arrête. On peut parler d'échec ou pas, enfin, j'aime pas trop le mot d'échec, mais en tout cas, c'est un chemin, voilà, une histoire qui s'arrête. Il y a différentes raisons pour Mhm. lesquelles elle s'arrête. Ça peut être que, ben, en fait, on ne s'entend plus, on est plus amis qu'autre chose, donc on doit appeler les mêmes choses, donc on se sépare. Ça peut être tu m'as trompé, etc. Ça peut être plein de choses, ok. Mais le divorce en lui-même, il est aussi une leçon de vie pour chacun des deux, mais aussi pour les enfants. Parce que le divorce, c'est jamais un objectif. Un couple ne se marie jamais pour Bien divorcer. sûr. C'est toujours un accident de parcours, on va dire ça comme ça. On ne vise pas le divorce. C'est toujours une douleur pour les deux protagonistes, mais aussi, même surtout, pour les enfants Ou une délivrance, qui ça récupèrent. dépend de quel point de Oui, vue c'est on ça. on Mais se pose. aussi, mais pour les enfants aussi, parce qu'on sait très bien que les enfants, le premier réflexe, c'est de ma faute. Donc, comment accompagner les enfants, même quand le divorce se passe bien, c'est une réalité pour l'enfant de vivre chez papa là et chez maman là. Donc, c'est tout un parcours, un accompagnement pour que l'enfant aussi vive ça à sa façon. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas su communiquer, mais c'est, ben, en fait, on arrive à bout de quelque chose et comment on construit la déconstruction avec intelligence. Comment D'accord. on prépare la déconstruction. Cathy, Amélie, le couple parfait. Illusion? Non, je pense pas que c'est une illusion. En fait, moi, je suis une grande rêveuse, donc je crois à cette notion-là. En plus, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de Disney quand j'étais petite, donc c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui ne voient plus trop ça. Mais je crois quand même que ça existe. Comme tout ce que les collègues ont dit, ben, je crois fortement en ça. Donc vraiment à cette notion de sécurité. Et je vais rajouter cette notion de finalement de être désagréable à l'autre et qu'il m'aime malgré tout, quoi. Le fait de se dire voilà, parce que je vais pas toujours être comme tu veux que je sois, je ne vais pas toujours répondre à tes besoins, tu ne vas pas toujours répondre aux miens, donc on va peut-être parfois s'aimer un peu moins, mais le couple est toujours là en fait. Notre amour prouve que le couple est là tout simplement. Donc c'est ça, vraiment avoir cette liberté de se dire je peux exprimer tout ce que je peux exprimer. Super. Très courtement, nous passons tout de suite à la tribune digitale. Voilà, alors la question du téléspectateur est très simple. Nous sommes occidentalisés en Martinique. Pourquoi? Alors, il y avait tout un contexte, hein, je ne peux pas tout vous lire. Il parlait des troubles, etc. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une société occidentalisée à l'instar de ce qui se fait ailleurs? Parce qu'on s'ouvre au monde, tout simplement. Avec effectivement les réseaux sociaux y contribuent parce qu'ils nous permettent de voir ce qui se passe autre part. On s'ouvre au monde et puis ça nous donne l'opportunité de piocher ce qui va nous intéresser, ce qui va nous correspondre et ne pas rester enfermé dans ce qu'on nous a dit qu'il faut être, mais de piocher peut-être dans ça me plaît bien, dans tel pays ils font comme ci, dans telle contrée ils font comme ça, mais ça me ressemble, ça me plaît bien, j'ai l'impression que je vais vibrer avec ce truc-là et donc on s'en inspire tout simplement. Souvent quand on dit, je suis d'accord, hein, souvent quand on dit qu'on est occidentalisé, même moi, hein, j'utilise ce terme-là de façon précise, c'est pour pointer ce que j'estime être des dérives de l'Occident chez nous, C'est bien ce en qui termes a de été fait. solidarité, de faire peuple, etc. Oui. Pour avoir vécu plus de 10 ans dans l'Hexagone, je vois clairement une différence culturelle. Donc ça, c'est une chose. Mais après, comme tu disais, c'est glissant, toute cette dynamique intellectuelle-là de l'antillanité, tout ça, parlait déjà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas isolé. Or, dans notre culture insulaire, on a cette tendance d'être en vase clos.
Donc le fait de dire je suis occidentalisé ou bien je suis américanisé, parce qu'on n'est pas que occidentalisé au sens, on va dire, Oh, là- européanisé, on Oui, va mais dire. l'Amérique est considérée Oui, comme l'Occident. oui, mais souvent, C'est- il y a le tête, mot. Et c'est puis, l'Europe, oui, la Ah, c'est non. ça. Ça dépend des têtes, hein. Oui, dans le langage, c'est pourquoi je précise, même si c'est l'Occident Oui, toujours, oui, oui, mais je oui. précise parce qu'il y a l'Europe et puis il y a les États-Unis, et c'est pas pareil non plus, c'est pas la même influence. Mais c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas isolé dans le monde et que je peux rentrer en dialogue au monde. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que je suis suffisamment mature comme peuple pour rentrer en dialogue sans disparaître? D'accord, Monsieur Gadet. Moi, mentez bien, mais ça fait comme ici. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça avant d'entrer à débattre? C'est ça. Pourquoi il a dit ça? Mais sans qu'avouer déjà, c'est qu'elle nous nie la liberté aussi de choisir en même temps sa nouvelle et qu'elle nous pas obligé de choisir, que j'en peux dire ça. On besoin de pureté, quoi. Nous toujours là pour identité en nous, nous chercher être les plus purs que possible. Comment ça veut Mais dire? pourquoi pas? Mais Non, non, c'est non. pas possible. La pureté, ça ramené Uh-huh. le nazisme. Ah bon? Mais oui, c'est-à-dire que lui, c'est un vrai, ou bien ça ramener la guerre La séparation. entre des communautés. Le temps là, il passe pur. Bref, je reviens un peu à ça, mais pour moi, on n'est pas obligé de le rejeter. Tout ça, ça fait partie de nous. À nous de voir à quelle mesure on l'accepte. C'est ça. Et qu'est-ce qui nous fait vivre en étant plus responsables de nos vies et responsables de nos lendemains, sachant que nous sommes un petit pays qui se construit. Donc, c'est ça la grande question. Cathy Amélie. Je vais juste conclure en disant que finalement, Oui, qu'est-ce qui me fait fortement. peur chez moi, que j'ai peur que l'autre découvre aussi? Parce que souvent, c'est ça, on se dit que... Parce que, comme on l'a dit, on a un cerveau mature, donc on est capable de rejeter ce qui n'est pas bon pour nous, d'accepter ce qui est bon pour nous, et finalement, de s'ouvrir à ce qui peut nous apporter quelque chose de supplémentaire, tout simplement. Alors, messieurs, dames, les clés du bonheur. On a compris, personne ne mène la barque, selon vous. Tout le monde Seul. Ne devrait. ne devrait, Ouais. ou seul. D'accord. Voilà. Chez Azitata, vous avez la réponse. Les clés du bonheur, courtement. On a fini normalement l'émission, mais allez. L'amour avant tout, le respect et l'amour. Merci, Hélé. Monsieur Gadet. Quelles sont les clés du bonheur? Oui, Les clés du bonheur en couple? en couple, En dans les couple. relations amoureuses homme-femme. Déjà se connaître soi. Mhm. Déjà se connaître soi de façon à pouvoir mieux composer ce qu'on veut et composer avec qui on veut composer. Se connaître et s'assumer pleinement. Sachant qu'on change. Hein. Moi, je ne suis pas celui que j'étais il y a 15 ans, mais essayer de s'aligner, se connaître. D'accord. Cathy Amélie. Je ne vais pas revenir sur ce que les collègues ont dit, mais je veux dire, du coup, exprimer ses émotions, tout simplement, en toute simplicité. Pareil, je vais incrémenter, je prends tout ça et je rajoute la vision où je vais. Très bien. Chers Azitata, vous avez reçu les clés du bonheur ce soir. Très bonne soirée et prenez soin de vous et des autres. À bientôt.